Dans une critique consacrée au roman d'Adolfo Bioy Casares L'Invention de Morel, en février 1953, le tout jeune romancier Alain Robbe-Grillet, il vient de publier Les Gommes quelques jours auparavant, louait chez le romancier argentin sa capacité à produire des ouvrages artificiels. Ces ouvrages dont le contenu profond n'est plus à chercher dans la psychologie des personnages, mais dans la systématicité des aventures narrées par le texte. Anticipant la formule célèbre de Jean Ricardou 10 ans plus tard sur l'aventure d'une écriture, Robbe-Grillet suggère déjà qu'une qualité romanesque singulière procède de l'enchaînement purement fictionnel des anecdotes. Selon lui, tout doit procéder d'une contrainte logique, qui, si elle n'est pas justifiable dans l'ordre diégétique, la logique narrative, pourra l'être dans l'ordre scriptural, ce que Robbe-Grillet nommera plus tard la logique générative. L'étude de l'œuvre du néo-romancier par le biais de l'écriture à contrainte, de la formalisation mathématique, notamment en comparaison de la musique sérielle par exemple, n'est pas nouvelle dans la littérature critique consacrée à Robbe-Grillet. Cependant, aucune étude n'a encore essayé de comparer les ouvrages artificiels dont il est l'auteur au concept de l'intelligence artificielle, et notamment aux pratiques de l'apprentissage machine. Au moyen de l'étude structurelle de la diégèse, comme de la matière linguistique d'un roman en particulier d'Alain Robbe-Grillet, Jean, un trou roux entre les pavés 10 juin, publié en 1981 aux éditions de Minuit, je cherche ici à rendre saillant le passage chez Robbe-Grillet de l'intelligence artificielle comme thématique fictionnelle et générique à l'idée d'agentivité même de la production textuelle. Mon étude cherchera à montrer comment ce roman joue de l'interaction entre d'une part le fantasme de la singularité technologique, notamment de la peur du remplacement progressif du travail humain par les machines, et d'autre part de l'usage créateur permis par une approche matérielle du texte littéraire. Les conditions de sa rédaction le destinent en effet à servir de support d'apprentissage du français à une classe d'élèves américains. Pour ce faire, il adopte la contrainte d'une introduction progressive, au fil des chapitres, de la complexité grammaticale, notamment via la découverte graduelle des temps grammaticaux ou de tiroirs verbaux, c'est-à-dire non la représentation chronologique du temps, mais sa conceptualisation par la grammaire. Lors de la publication pour les éditions de Minuit en 1981, ce texte, initialement intitulé Le Rendez-vous, se voit encadré par un prologue et un épilogue inédits. Le prologue fixe un horizon d'attente singulier au lectorat, en décrivant d'emblée l'objectif didactique du texte. Il est possible de préciser ces quelques pistes de lecture au moyen des outils d'analyse textométrique. Je m'intéresserai surtout pour mon étude aux tiroirs verbaux. Un relevé des temps grammaticaux employé par l'écrivain permet ainsi de constater la systématicité du procédé décrit par l'enquêteur du prologue et de dater l'apparition de ces phénomènes textuels. Par exemple, le passé simple au chapitre 4, les subjonctifs présents et passés au chapitre 6, le futur et le conditionnel au chapitre 7. Le calcul des spécificités permet de déterminer la concentration exceptionnelle des temps grammaticaux dans un chapitre et confirme l'usage singulier de ces tiroirs verbaux dans l'économie fictionnelle du roman. Mais de quoi parle ce roman didactique? Appartenant au genre de l'enquête policière, son narrateur Simon Lecoeur pénètre une société secrète révolutionnaire dont l'objectif est la lutte contre l'emprise grandissante des machines sur le genre humain. Peu à peu, Jean adopte une direction fantastique, voire science-fictionnelle, à mesure que la fiabilité de la mémoire du narrateur est mise en doute. Comme le sous-titre de l'œuvre le suggère, le narrateur de Jean, un trou rouge entre les pavés 10 juin, vit une expérience du temps comparable à celle du narrateur proustien. À la toute fin du temps retrouvé, le narrateur trébuche sur les pavés mal équarris de la cour de l'hôtel des Guermantes, ce qui déclenche une série d'images mémorielles qui décide définitivement le narrateur à embrasser une carrière littéraire. Dans le roman de Robbe-Grillet, Simon Lecoeur assiste, après avoir lui-même buté sur des pavés de 10 juin, à une recomposition totale du tableau constitué par son enquête. Les figures du texte antérieur, les personnages rencontrés, leurs noms ou certains motifs visuels sont redisposés pour former une nouvelle fiction. Et cette fiction, comme le suggèrent le huitième et le dernier chapitre, sans toutefois nous en convaincre, pourrait n'être que la réalité, à partir de laquelle l'imagination du narrateur aurait composé la fiction des 7 chapitres précédents. Il pourrait être tout aussi bien, et c'est la lecture que je suivrai ici, la réécriture du roman par un processus d'apprentissage expérimenté par l'œuvre elle-même. À de nombreux égards, linguistiques, thématiques, formels et même visuels, cette fiction constituerait ainsi un modèle littéraire de l'apprentissage machine. Elle signifierait l'invention par l'œuvre elle-même d'une fiction virtuelle, la naissance d'une imagination artificielle conçue à partir de boucles de rétroaction de la fiction sur elle-même. Le roman développe en effet à 3 reprises le même parcours des aventures de Simon Lecoeur. Chaque répétition, se jouant sur un plan de réalité apparemment parallèle, laisse néanmoins en protagoniste une partie des souvenirs du cycle précédent. Lors de la première partie, chapitres 1 à 5, le narrateur fait la connaissance d'une jeune américaine, prénommée Jean et qu'il prononce Jean, et dont il tombe aussitôt amoureux. Suivant ses consignes et guidé par un jeune garçon français, lui aussi prénommé Jean, qu'il a rencontré rue d'Amsterdam, Simon pénètre déguisé en aveugle l'organisation secrète. Durant la réunion clandestine, il finit assommé. Il se réveille au chapitre 6 et recommence alors, mais à la troisième personne du singulier, son périple à la rencontre du même jeune garçon et de sa sœur Marie, tout en gardant en mémoire les événements de la première partie. Cette boucle, qui s'achève lors des retrouvailles de Simon avec Jean, l'attirant dans son lit tel une pieuvre, est le dernier souvenir clair du protagoniste. Le huitième et dernier chapitre est narré à la première personne, mais accordé au féminin. On suppose par conséquent qu'il s'agit du récit de Jean elle-même.
Il rejoue la rencontre des personnages Simon et Jean dans un café parisien, non loin de la rue d'Amsterdam, mais inverse le point de vue. Il s'achève à la gare du Nord, alors que la nouvelle narratrice s'interroge sur la possible artificialité de son existence. En effet, la narratrice se voit ramenée malgré elle, au début du chapitre 1, à la rencontre d'un homme mystérieux. Cherchant à proposer une représentation fictionnelle en même temps que formelle et linguistique de l'apprentissage, Jean m'apparaît ainsi une œuvre privilégiée pour décrire les possibilités promises par la générativité littéraire. Je propose par conséquent de comparer les passages du texte où la fiction fait apparaître des machines artificielles avec l'usage des tiroirs verbaux spécifiques à ces chapitres. Cette double progression, du policier vers le fantastique, de l'indicatif présent vers le subjonctif et le futur, témoigne en effet selon moi de la réalisation croissante de l'idée d'intelligence artificielle, à mesure que le processus romanesque lui-même mime l'apprentissage de l'écriture. L'artificialité du roman est annoncée dès le premier chapitre au moyen d'un jeu sur les noms propres. À l'ouverture du livre, le narrateur croit devoir se présenter devant un monsieur Jean, qui s'avère en réalité être une femme, dont le nom est prononcé à l'américaine. Sa qualité de réalité décroît encore du fait des connotations mythiques portées par son nom, évoquant un djinn, cette créature mystique et immatérielle, invisible aux yeux humains. Son caractère éthéré est encore appuyé dans cette scène, alors que le narrateur se rend progressivement compte qu'il ne s'adresse pas à un personnage de chair et d'os, mais à un mannequin de cire, dont la voix est reproduite par une radio. Ce procédé sera rejoué au chapitre 5. Au chapitre 4, une jeune fille rencontrée par Simon, prénommée Marie, est prétexte à l'introduction dans le roman des temps du passé, et notamment du passé simple. La jeune fille exige du narrateur qu'il lui raconte une histoire d'amour et de science-fiction, qu'il commence au présent de l'indicatif, avant de se voir rétorquer qu'une vraie histoire c'est forcément au passé, et pas seulement au passé composé. Ce conte pour enfants, dans lequel une jeune femme s'éprend d'un jeune homme, tourne rapidement à la science-fiction, alors que la protagoniste découvre le caractère cybernétique de son conjoint. Doté d'une stupéfiante mémoire et de la capacité d'effectuer des calculs mentaux avec une inexplicable rapidité, il n'oubliait jamais rien. Il est également notable que la mise en application des principes du passé, tant romanesque privilégiée par la jeune Marie, corresponde également à la possibilité de l'apprentissage du mensonge, c'est-à-dire la possibilité de dire autre chose que ce qu'il s'est réellement produit. Marie, qui, comme tous les enfants et les poètes, se plaît à jouer avec le sens et le non-sens, raconte à Simon, dès leur rencontre, des histoires invraisemblables, et lui avoue pratiquer à l'école des exercices de mensonge au second degré et à double inconnu. Le dernier chapitre de cette première partie, le chapitre 5, correspond à la découverte par Simon de la société secrète, en lutte pour une vie plus libre et débarrassée de l'impérialisme des machines. Simon y écoute une description de l'aliénation du travailleur, devenu infime maillon de la chaîne productive et privé de la fierté de son travail. Dans le monde contemporain, personne ne produit plus rien de complet, et la conscience de l'homme elle-même est en miettes, affirme Jean, anticipant les interprétations cognitives contemporaines du capitalisme. Le pouvoir de décision des êtres humains est confisqué par la machine qui pense, c'est-à-dire l'ordinateur, dieu tout-puissant de la mécanique, au point que ce nouvel ordre mathématisé met en péril la survie du genre humain. C'est l'atomisation de tout l'univers qui a engendré la bombe atomique. L'atomisation du temps vécu, mis en scène par la suite du roman, peut dès lors être lue comme une réalisation du point de vue fictionnel de cette prophétie. La seconde boucle du roman, constituée des chapitres 6 et 7, consiste en effet en une reprise des événements de la première partie. Elle est également un développement de nouvelles possibilités grammaticales, comme ouvertes par l'action du genre science-fictionnel et fantastique sur la grammaire. Simon Lecoeur sentait de façon confuse que toute cette histoire était périmée, révolue. Ce futur appartenait déjà au passé, quelque chose brouillait l'espace et le temps. Ce chapitre en particulier manifeste un entrelacement remarquable des enjeux fictionnels et grammaticaux, notamment grâce à l'introduction des tiroirs verbaux du mode subjonctif. Le subjonctif passé, particulièrement, est mis en lien avec les boucles mémorielles et la logique non linéaire dont procède le récit. Il permet, dans un paragraphe saturé de subjonctif, la représentation d'une temporalité brisée. Ce chapitre représente donc la valeur principale de subjonctif, selon Gustave Guillaume, celle de prendre la place de l'indicatif à chaque fois que le procès n'a pas encore de place définie dans la ligne du temps. De toute manière, achève de constater le narrateur, en une boutade involontaire, il y avait un trou dans son emploi du temps. Le chapitre 7 introduit quant à lui futur et conditionnel, et rend enfin pensable le paradoxe temporel sur lequel le roman repose, celui d'une boucle temporelle dont le narrateur parvient peu à peu à la conceptualisation. Cette découverte laisse au protagoniste l'impression d'une illumination passagère, à laquelle il trouve le nom de mémoire du futur ou de mémoire instantanée. On croit que ce qui nous arrive nous est déjà arrivé antérieurement, comme si le présent se dédoublait, se fendait par le milieu en deux parties jumelles, une réalité immédiate plus un fantôme de réalité. Un tel fantôme trouve sa figuration peu de temps après, alors que le narrateur trouve son chemin vers une maison abandonnée qu'il reconnaît avoir déjà visitée. Une jeune fille blonde l'y accueille, qui se prénomme Jean, un esprit, une elfe, une fille, comme vous préférez, se présente-t-elle, et lui révèle l'engrenage temporel dans lequel il a pris part. Le jeune garçon qui l'a mené ici, Jean, souffre de troubles aigus de la mémoire, et son cerveau détraqué est responsable de la transformation du temps linéaire en une succession paradoxale d'événements. Ces temps du mode subjonctif et du futur
constitue un pas de plus en direction d'une conceptualisation par la fiction de son propre déroulement et anticipe l'autonomisation de l'œuvre. Le chapitre 8 initie la troisième boucle narrative du récit. Mais cette fois-ci, le narrateur est remplacé par une narratrice américaine, supposément Jean, qui raconte sa rencontre avec un Français nommé Simon. Après une rencontre badine au café, la narratrice doit se rendre à la gare pour retrouver son amie Caroline. Durant cet épisode final, les motifs du roman et notamment les noms propres sont redistribués pour générer une autre fiction. La rue d'Amsterdam parisienne, où se déroulait l'action de la première partie, devient la capitale des Pays-Bas, où Caroline a retrouvé sa nièce, une jeune fille prénommée Marie, qui invente tout le temps des histoires absurdes, de science-fiction, d'espionnage ou de spiritisme. Peut-être sous l'influence de ce personnage fabulateur, un doute étreint soudain la narratrice. À la fin du chapitre, une nouvelle boucle se forme. La narratrice répète les mêmes phrases qu'au début du roman, à la différence que les rôles et l'accord grammatical sont inversés. La narratrice machinique, désormais consciente, initie à nouveau la boucle narrative dont nous venons de terminer le parcours. Le doute est ainsi permis, et l'on peut croire que ce texte en constante déformation serait désormais issu des propriétés des générateurs qu'il a lui-même mis en branle. Jean devient alors le nom de cette machine textuelle par laquelle la fiction gagne désormais son autonomie. En suivant le cours de la fiction et de la proposition finale faite par la narratrice, je propose de décrire l'écriture de ce roman au moyen des concepts clés de l'intelligence artificielle, et notamment celle conçue par l'assemblage d'un réseau de neurones, le principe formel de la récursivité, invention fondatrice de la cybernétique, et la notion d'émergence par l'apprentissage automatique. L'algorithme d'apprentissage des réseaux de neurones artificiels repose sur le principe des boucles de rétroaction, ou feedback loops. Ces processus indispensables à l'adaptation permanente du réseau ont pour fonction d'actualiser continuellement les paramètres de contrôle de l'algorithme. Ces boucles sont dites négatives si le système s'adapte progressivement et s'ajuste à son environnement, en cherchant à réduire les fluctuations. Ces boucles sont dites positives à l'inverse si elles cherchent à amplifier les perturbations reçues en entrée de chaque boucle et à déstabiliser le système initial, favorisant par là l'émergence de nouvelles structures. Le roman de Jean correspondrait plutôt à la seconde catégorie, ce que démontre notamment le chapitre 8, opérant la reprise des éléments formels du premier récit et sa fabulation hallucinatoire. Par exemple, le personnage du marin soviétique péri en mer, dont Simon découvre la photographie au chapitre 3, est entièrement réinterprété, en même temps que la société secrète en lutte contre le machinisme par le récit de Marie. Oncle Boris n'est pas vraiment un réfugié politique, c'est un agent soviétique déguisé en dissident et chargé de semer la contestation et le désordre chez les travailleurs de l'industrie atomique. Le roman apparaît donc composé d'un nombre fini de générateurs. La réorganisation perpétuelle est à l'origine d'une perte de contrôle du processus et d'une déstabilisation de la fiction. Le philosophe anglais John Stuart Mill proposait le terme d'émergence pour caractériser des propriétés irréductibles à la somme des éléments de base d'un système complexe. En se fondant sur ce terme, on pourrait ainsi qualifier ce type de procédé génératif dans le cadre fictionnel de fiction émergente. Il est en effet tentant de voir dans Jean la concrétisation de la comparaison du roman et de la règle grammaticale que Rob Grillet proposait lui-même dans son article À quoi servent les théories, placé en ouverture de Pour un nouveau roman en 1963. Un roman qui ne serait que l'exemple de grammaire illustrant une règle, même accompagné de son exception, serait naturellement inutile. L'énoncé de la règle suffirait. Car la fonction de l'art n'est jamais d'illustrer une vérité, ou même une interrogation connue à l'avance, mais de mettre au monde des interrogations, et peut-être aussi à terme des réponses qui ne se connaissent pas encore elles-mêmes. La propriété émergente, proposée par le récit, serait ainsi la réalisation, la mise au monde d'une intelligence ou d'une œuvre artificielle, au moyen d'une fiction qui thématise l'apprentissage comme processus d'autonomisation du texte et de capacité de génération de discours. Dans une telle perspective, ce récit pédagogique, écrit en vue de la formation d'une classe de français aux États-Unis, demanderait à être lu comme une pièce de cybernétique littéraire, comme l'apprentissage d'une machine textuelle romanesque. Calqué sur l'apprentissage progressif de l'élève, cet apprentissage se situe le plus visiblement au niveau morphosyntaxique. La présentation des temps grammaticaux y mime l'acquisition d'une mémoire, le passé et la capacité du récit, d'une situation temporelle et d'une volition subjective, le mode subjonctif, et d'une projection dans le futur. Il se double par moments d'un apprentissage de l'arbitraire de la langue cible, ses codes de politesse comme le vouvoiement, ses expressions toutes faites, poser un lapin comme cela se dit en France, et même ses niveaux de langue. Ne dis pas ok, c'est très vulgaire, surtout en français. Il est enfin achevé par un apprentissage des codes fictionnels, via un jeu sur le stéréotype littéraire. Par exemple, le stéréotype policier, le roman débute par la présentation d'une silhouette en imperméable, les yeux couverts de lunettes noires, à laquelle on s'adresse par message codé, les stéréotypes de la science-fiction, l'histoire du robot racontée à Marie, et ceux du fantastique, la description de Jean comme d'un personnage fantomatique au chapitre 7. En effet, la complexité de cet apprentissage réside peut-être surtout dans le lien qu'il opère entre forme grammaticale et fictionnalité. Il intrigue en effet fermement chaque possibilité fictionnelle à l'usage contraint des formes grammaticales. Le genre fantastique,
qui pose la question de l'exactitude de la mémoire et de la véracité de l'expérience vécue, et celui de la science-fiction, qui thématise la possibilité d'un nouvel humain, viennent faire dérailler le genre policier, qui met en jeu de la part du lecteur ou de la lectrice une quête interprétative. La recherche de la signification, genre policier, la mémoire, fantastique, et la générativité, science-fiction, résument dès lors les capacités cognitives que le roman de Rob Grillet cherche à émuler. Ainsi, les productions issues de jeux de déplacement et de condensation, qui déplacent les motifs de la première partie du roman, témoigneraient d'une faculté d'apprentissage réussie, d'une recomposition des motifs par une imagination artificielle, selon le terme revendiqué par l'artiste Grégory Chatonsky. Son fonctionnement n'est pas si éloigné de la reproduction générative de la réalité, par une machine nourrie par la reconnaissance de patterns, comme Google Deep Dream. Mais comme ce processus d'apprentissage et de recomposition visuelle l'a démontré en 2015, les patterns de la source d'apprentissage sont toujours reconnaissables dans l'objet final. Les algorithmes finissent par halluciner dans une image quelconque des éléments formels qui n'y apparaissent pas pour l'œil humain, ce qui démontre que la machine s'alimente elle-même et s'avère incapable d'oublier ce qui l'a entraîné pour accueillir et identifier une forme nouvelle. Une telle intelligence n'est ainsi qu'une reconduction du même, certes traité et transformé, halluciné, tandis qu'une réelle intelligence artificielle, parfois désignée sous le terme de Strong AI, dispose d'une mémoire capable de produire des représentations dont les règles ne seraient pas déterminées par cet apprentissage. C'est peut-être en raison de cet échec que les propriétés génératives de l'œuvre ne constituent pas une fin intrinsèque à l'écriture de Rob Grillet, mais seulement un procédé heuristique menant à d'autres découvertes formelles et ou fictionnelles. Ce que le générateur a de particulier, c'est qu'il s'engendre lui-même et engendre en même temps d'autres générateurs. Il y a sans cesse des constellations mobiles qui se forment et se déforment, admet le romancier. Il ajoute qu'il ne faut pas ramener notre travail à des opérations mécaniques, il y a au contraire une liberté de mouvement constante. Dans un entretien au titre éloquent, l'écrivain revient sur la destruction créatrice propre à toute écriture générative. Dans un entretien au titre éloquent, l'écrivain revient sur la destruction créatrice propre à toute écriture générative. S'il ne reste du projet final que des structures fantômes, c'est qu'elles ne sont pas faites pour être vues. La seule chose importante, c'est le livre une fois fini, pas les intentions. Et si procédé il y a, l'œuvre est faite pour le détruire, non pour le mettre en lumière. Le travail de l'écriture est pour moi un travail de destruction du projet formel ayant servi d'incitation. La générativité textuelle revendiquée par l'œuvre de Rob Grillet n'est ainsi pas entièrement autonome, mais procède d'une collaboration auteur-machine relevant encore de la maîtrise de l'humain sur le procédé automatique, dans lequel l'auteur serait encore l'animateur du texte littéraire. Dans le récit proposé par le roman, c'est le meurtre final de Jean, supposément par l'auteur de Rendez-vous, le manuscrit retrouvé par l'enquêteur du prologue, qui fait office de représentation fictionnelle de cette dernière étape destructrice du processus. Ce poncif féminicide des fictions de l'intelligence artificielle, vivace dans la culture littéraire et artistique depuis Villiers-l'Isle-Adam, fait alors retour vers l'ouvrage artificiel premier qu'est l'invention de Morel. Dans ce roman, le protagoniste éponyme n'hésitait pas à en parvenir à la même conclusion que Rob Grillet, le personnage féminin doit être détruit pour que la fiction débute, et seule l'invention formelle de l'auteur mérite le statut d'œuvre à même de traverser le temps. Le parallèle structurel proposé par la critique entre Jean et le roman de Casares ne semble donc pas se limiter au jeu temporel, mobilisé par le récit et la machine de Morel. Œuvre artificielle ou fiction de l'intelligence artificielle comparable à l'invention de Morel, Jean l'est aussi jusque dans sa préconception même de ce qu'est une intelligence machinique, tributaire d'une conception du posthumanisme encore marquée par la domination de l'auteur masculin sur le texte et ses possibilités d'émancipation.